Elle est à pied, comment on appelle ça? À pied, ouais. Ah ouais. Vas-y, ouais, bah, je me prends ça. Une comme ça, Delirium. Vous voulez une Delirium aussi? Non, oh non. Si je prends ça, je vais pas rentrer chez moi. Ouais, bien, ça fait pas, ça donne la pêche. Moi, c'est ouf. Faire des belles photos. Ouh là. Non, je prends un Coca Zéro. Hein. Coca Zéro, d'accord. Salut, tout ça. Et après, tu sais, je peux pas y aller chercher nulle part. Du coup, on se retrouve avec Morgan, aka The Slow Method. Vous pouvez le retrouver sur TikTok, principalement sur Instagram aussi. Ouais. Pas encore sur YouTube, mais je veux le pousser à commencer. J'ai quelques vidéos, mais c'est. T'as une chaîne? Ah oui, t'avais commenté, j'avais vu, ça veut dire que t'as un peu t'es fait. Ouais, il n'y a pas grand chose dessus, mais il y a 2-3 trucs d'étirement, des vidéos un tout petit peu plus longues, et il y a des podcasts aussi. Parce que, alors pendant une période, je dois avoir une 50aine d'épisodes de podcasts. 50 quand même. Ouais. Et donc du coup, parce qu'au départ, je pensais que c'était avec ça que j'allais commencer. J'allais devenir une grande star, et tout ça. Voilà, et en fait, bah non. Donc, en parallèle, je faisais des TikTok, et puis ça a pris beaucoup plus que les Beaucoup plus podcasts. d'ampleur. Ouais, mais pendant le confinement, surtout, j'ai fait des. Parce que j'ai des potes qui sont coachs, donc, du coup, on faisait des. C'était plus facile d'enregistrer des podcasts vidéo comme ça, parce que comme on était en Zoom, il suffisait de faire enregistrer le Zoom, et donc du coup on avait le truc directement. Donc j'ai fait 2 ou 3 podcasts comme ça, je crois. Et puis j'ai fait un podcast avec un chiropraticien, aussi, un chiropracteur, mon chiropracteur, et voilà. Et celui-là c'est l'épisode qui a le plus de vues pour l'instant. Ouais. Voilà. C'est pas Pour savoir tout ce que j'essaie de faire en même temps. Voilà. Et puis j'ai un petit blog et tout, mais ça. T'as un blog aussi? Ouais, j'avais essayé de faire un blog en même temps. En fait, t'as tout testé. Pratiquement tout. Ouais, c'est ça. Il me manque. Je sais pas ce qu'il me manque. Si, au tout début, moi aussi j'avais testé les blogs, mais j'avais écrit, je crois, 2 articles, puis j'ai arrêté. Et après, je crois que c'est après j'ai commencé YouTube. Mais mon idée c'était au tout début de faire à la fois YouTube, podcast et blog en même temps. J'écrivais le script qui allait servir de blog. Ensuite, j'avais le script, je fais la vidéo dessus. Et derrière, j'utilise l'audio pour faire directement le podcast. Mais au final, c'était tellement de travail. Ouais, Je suis resté que sur YouTube. Qu'est-ce de flottaison? Ouais. Ça fait combien de temps t'en fais? Alors ça c'est une bonne question, j'allais poser la question au truc pour savoir depuis quand, mais ça doit faire 2017-2018 là. Ah oui quand même. Ouais, parce qu'en fait c'est au tout début, je sais pas si tu connais Joe Rogan. Ouais. Ouais, voilà. Bah, en c'est Joe Rogan. Voilà. Donc en fait il y a 2 personnes qui en ont parlé, donc il y a lui et il y a un autre type qui s'appelle Louis Simmons, qui est le boss de Westside Barbell. Ok. Donc en fait le mec il s'est pété le dos 2 fois, enfin fracture des lombaires et tout. Et en fait, il a fait 2 trucs pour récupérer. Il a fait le reverse hyper. Je sais pas si ça dit un truc. Tu vois les glute ham raise, voilà. Et ben en fait ça, c'est une machine où en gros, tu laisses les jambes flotter et en fait tu lestes tes jambes et tu relèves vers l'arrière. Voilà. Donc en gros, il a inventé une machine comme ça où en fait tu mets des disques, tu as une sangle autour des jambes et ça te permet de travailler tes lombaires comme un malade. Eux, ils font ça avec 180 kg 180 pour des séries de 20, 25. En vrai, il faudrait que je fasse des machines comme ça parce que depuis que j'avais commencé les soulevés-terre, je me suis rendu compte que mon bas du dos n'est pas du tout musclé. Mais en même temps, j'ai la flemme de me muscler avant de faire des soulevés-terre. Du coup. Mais en fin de séance, 1 ou 2 fois par semaine, des trucs comme ça, c'est des hyper extensions. Lui, pour récupérer aussi, il a fait des cabines de flottaison. Comme moi, généralement, quand j'entends parler d'un truc 2-3 fois, je me dis, qu'est-ce que c'est? Exactement. Voilà. Et donc, du coup, j'ai cherché sur Paris, j'ai trouvé celle-là, là. Et la première fois que j'ai testé, je trouvais ça cool, mais ce qui était intéressant, c'était de répéter l'opération plusieurs fois. Et en fait, ce qui se passe maintenant, je ne sais pas si toi tu l'as ressenti quand tu étais dans la flottaison, mais en fait moi je pars et je fais une transe quoi. Donc, tu vois ce que c'est une transe? Je vois pas trop. Tu vois, c'est un rêve éveillé où en fait tu contrôles un peu le rêve. En gros, tu poses des questions au personnage qu'il y a dans ton. Parce que tu n'es pas en train de rêver, tu es entre deux. Tu sais, tu sens que ton esprit part et tout. En fait, tu poses des questions et après, il se passe des trucs. Et dans ton rêve, donc, la première transe que j'ai faite comme ça, en gros, j'étais dans une pièce toute blanche. En fait, il y avait des mots qui arrivaient. Voilà. Et en fait, les mots, j'arrivais pas tout à fait à les lire. Donc en fait, il fallait que je les machins et tout. Et c'était genre. Il y avait des mots, par exemple, c'était obéissance, après je le secouais comme ça devenait respect, etc. Et ensuite, au bout d'un moment, je chope les mots et ça me fait flotter vers le haut.
Hein? Ouais. Donc du coup, non mais ça part loin. Tu passes par un... Et en fait, j'ai percé un plafond. Ouais. Et je me suis retrouvé dans un endroit, en fait, du coup, il y avait un trou par là où j'étais passé, quoi. Un trou qui était complètement déchiré. Et bizarrement, je me dis, merde, il faut que je répare la déchirure. J'ai réparé la déchirure et tout. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre trou plus loin, qui lui était joliment fait. Et je suis redescendu par ce trou-là. Donc moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce bordel. Et en fait, à l'époque, j'avais une cliente qui était hypnothérapeute. D'accord. Et du coup, je lui dis, j'ai fait ce truc-là, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ah, vous avez fait une renaissance. Ah ouais. Et du coup, parce qu'en fait, je m'étais splitté avec un collègue à l'époque. Et en fait, elle m'a expliqué en fait, ce que vous avez fait. Donc, vous avez arrêté, c'était mon patron, quoi. Et en fait, vous avez transformé l'obéissance en respect. Donc, vous avez cassé le mot. Et en fait, vous avez ce trou-là, un trou, ça veut toujours dire une naissance. En fait, c'était déchiré. C'est-à-dire que c'était une première naissance, mais qui était mal faite. Vous avez réparé cette naissance-là. Et ensuite, vous avez trouvé un autre trou par lequel passer, une nouvelle naissance qui, elle, était propre. D'accord. Et tu vois, et donc en fait, et depuis, en fait, à chaque fois quasiment que je vais dans une bulle, il se passe un genre de rêve éveillé comme ça, que je comprends pas forcément tout de suite, mais c'est pour ça que je prends des notes. Donc j'ai un petit carnet où je prends des notes, j'écris des petites, je prends des petits dessins de ce qui se passe, tu vois, et tout. Pour pas oublier et tout. Voilà, et en fait, quand je reviens dessus, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans parfois, après je fais, c'est devenu évident. c'était ça. Et donc du coup, voilà, et en fait c'est ultra intéressant, mais au-delà de ça, la bulle de flottation c'est intéressant parce que c'est... Vous savez peut-être pas ce que c'est, mais vous êtes dans une grosse baignoire. J'ai filmé. Je montre les images à la caméra. J'imagine que là, il va y avoir des petites... voilà, donc l'image de la bulle et tout. Et c'est une grosse baignoire qui est à température de peau. Donc elle est à 34. 35. Voilà, c'est ça. Donc en gros, quand on bouge plus et que l'eau arrête de bouger, on sent plus l'eau. Donc en fait, on flotte. Elle est très salée, c'est pour ça qu'on flotte dedans. On nous file des boules caisses, donc ça pareil, j'imagine que tu as dû prendre des petites boules caisses en vidéo et tout. Pour pas qu'on entende, c'est tout noir. Donc là, on ne voit plus. L'odeur, au bout d'un moment, surtout si vous avez le Covid, voilà, vous ne sentez rien. Et puis le goût, à moins que vous mangiez des trucs pendant le... Voilà, il n'y a pas de goût. Donc en fait, vous n'avez aucun sens éveillé pendant le truc. Et ça permet vraiment d'aller très très loin dans ses pensées. C'est un truc de malade. Alors, je sais pas toi, ce que tu as ressenti là pendant le truc. Isolé, au début, ça fait bizarre. Moi, j'ai peur encore une fois de l'eau parce que je ne sais pas nager. C'est très cliché, hein, mais je ne sais pas nager. Mais du coup, quand les premières 5 minutes, c'était juste apprendre à vraiment lâcher prise, à lâcher mon corps dans le truc et à rester dans le moment présent en fait. Et une fois que à moi, c'est devenu évident et je pensais que j'avais lâché prise, mais je n'avais pas vraiment lâché prise. Mes muscles étaient encore tendus. Et moi, j'ai fait ça. Et là, c'était bon, j'étais parti. Et là, j'ai arrêté la lumière parce qu'il y avait un truc pour pouvoir avoir la lumière. Là, il n'y avait rien. Et c'est bizarre. Mais le truc, moi, c'est parce que j'ai déjà essayé de faire la méditation, j'en ai déjà fait. Du coup, ce que j'ai juste fait, essayer de faire, c'était rester me concentrer sur ma respiration. Et à un moment, je pensais, c'est très rare, c'est la première fois que je pensais y arriver, mais je n'ai vraiment pensé à rien pendant très longtemps. Et à un moment, je me suis dit, attends, je pense à rien là. Et là, ça a recommencé à revenir des pensées inutiles encore, enfin inutiles. J'ai recommencé à penser normalement, mais pendant, je sais même. En plus, le temps passe très vite. J'ai pas remarqué que c'était fini. Du coup, à un moment, je me suis dit, merde, le temps est passé en fait. Et c'est un sentiment d'isolement bizarre. Faut vivre ça en fait, tu peux pas, tu peux pas l'expliquer. C'est pour ça que je t'ai proposé, enfin je t'ai pas forcé la main, mais je me dis c'est intéressant. À toutes les personnes qui je dis c'est ouais je sais pas trop, tu sais, t'es dans une bulle. Mais en fait quand t'es dedans, c'est chaud, tu sais, t'as une perte de notion du temps. Après toi je sais pas si t'as eu comme moi, enfin moi je pars toujours dans des délires, mais c'est comme ça que ma tête fonctionne. Je me raconte des histoires et puis après voilà. Mais t'as pas eu ce genre de truc toi? Pas du tout. Non, toi c'était vraiment juste le temps est passé vite. C'est ça, je cherche vraiment la relaxation au max. C'est parce que quand le mec m'a parlé de méditation, je me suis dit que du coup je vais en profiter vu que là c'est vraiment le calme parfait, que je vais le faire. Et du coup je pense que c'est la meilleure séance de méditation que j'ai faite depuis. En fait t'es dans l'environnement parfait quoi. C'est ça. Il n'y a aucune stimulation extérieure, t'es complètement isolé. Parce que parfois sur la méditation t'es obligé de te dire j'ai entendu ça, redis bon. C'est ça. J'ai entendu ça, etc. Alors que là, il n'y avait vraiment aucun stimulant.
Bah, ça ressemble un peu à. J'ai écouté un podcast, c'était de Joe Rogan encore. Ouais. Et il parlait du fait que dans la société actuelle, il y a tellement de stimulation, de trucs qui viennent dans tous les sens que notre cerveau n'est pas habitué à rien. Ouais. Et là, c'était vraiment rien pour la première fois. Ça fait vraiment bizarre. Mais en fait, maintenant, toi, j'ai mis quand tu étais petit, mais pas tout ça. Pareil, je sais pas quel âge t'as exactement, mais. 22-6. Ah, t'es jeune encore. Donc, du coup. Mais oui, donc c'est un peu pareil quoi. C'est-à-dire que quand tu étais petit, bah, tu jouais avec des jouets, machin, et t'avais pas les pixels tout le temps. Quoi. Même avec les jeux vidéo de l'époque, on jouait un petit peu, mais c'était pas constant. Et maintenant, moi c'est très difficile pour moi, surtout qu'en étant sur TikTok et tout, de ne pas me dire ah tiens, il faudrait que j'aille checker, j'ai eu de mes vues aujourd'hui, quelles sont mes stats, machin et tout. C'est ultra dur et en fait ça devient obsédant. Et en fait ça c'est hyper important pendant une période. En fait, je le faisais. Donc là, j'ai un abonnement, là, je fais ça une fois par an. Enfin, j'essaie de faire ça une fois par mois pendant une période. Surtout en termes de récup. Ça, par contre, ouf. Ouais, non, mais ça, c'est top. Parce qu'en plus, en fait, tu absorbes tout le magnésium qu'il y a dedans. Donc, si tu as un petit déficit en magnésium, c'est nickel. Et le magnésium pour la récup musculaire, c'est un truc de malade. Ouais, c'est top. Donc là, en fait, tu l'absorbes par la peau, donc ça te relaxe un peu. Et puis, en termes de. Surtout si vous avez mal aux colonne vertébrale, c'est plein de. Ouais. Et en fait, la natation et tout, vous êtes quand même en train de faire des mouvements. Et un bain, une baignoire, vous n'avez pas vraiment l'occasion. Alors que là, vous êtes au chaud, dans du magnésium, et votre colonne vertébrale, elle a vraiment le temps de s'allonger quoi. Enfin, ça s'allonge pas vraiment, mais de sa position neutre de base. Et vos vertèbres se décollent, ça se décompresse. Ça nous le cherchait, ça se décompresse un petit peu, et ça fait vraiment du bien. Mais moi, c'est pareil, là récemment, j'ai un peu mal au dos. Parce que je pense que je suis assis trop souvent en ce moment, parce que j'essaie de faire trop de trucs en même temps assis. Et puis j'ai passé un Noël un peu pas top là. Ça arrive, c'est les périodes. Et du coup, j'avais le dos un peu tendu et là je vais partir au ski après-demain. Donc du coup, c'est ça. Donc là je me suis dit c'est parfait, une petite séance de récup comme ça, juste pour bien lâcher les choses. Et donc avant je le faisais une fois par mois et je essaie de le caler généralement. Parce que moi je fais généralement des cycles de 3 semaines, il y a une semaine de deload, 3 semaines on, une semaine off, comme ça. Et donc j'essaie de la caler à peu près à ce moment-là. Et ça fait vraiment du bien. Et là, j'ai un peu laissé tomber à cause du Covid, parce que j'ai accumulé 8 ou 9 séances. C'est pour ça que maintenant j'invite des gens, parce que du coup. D'accord, ça s'accumule en fait. En fait, ils ont continué le prélèvement. C'est pas grave, j'accumule les séances, je les ferai plus tard. Et du coup, ça me permet d'inviter des gens. C'est pas mal. Et l'abonnement, il est à combien? C'est genre 40 ou 45 euros par mois. En vrai, ça va. Ouais, ça va. Pour une séance de 1 heure comme ça, ça va. Et en récup, c'est top, parce que ça évite en fait de se blesser, de devoir payer un chiro ou un truc derrière. Même si ça, je le fais, ça c'est pareil en fait. Le chiro qui est dans le podcast, vous pouvez le checker sur ma chaîne YouTube. Lui, je le vois une fois tous les 3 mois. D'accord. En prévention. En fait, à chaque fois que j'essaie de le décaler à 4, je me blesse avant. Donc du coup, j'accumule, je peux m'étirer autant que je veux. Et il y avait aussi ce problème-là parce que il y aura une autre vidéo où tu viendras dans mon frigo là. On va le faire en hiver parce qu'il doit faire 2 degrés dans ma salle là. 2 degrés. Ouais, et donc du coup, il faut bien se chauffer avant. La barre la barre est froide. Donc du coup, là c'est chaud. Enfin, c'est chaud, c'est froid. Mais j'ai un peu négligé la partie échauffement pour aller rapidement me chauffer sous la barre et tout. Et la partie étirement surtout. Parce que généralement, je me mobilise avant, donc je fais échauffement puis mobilisation. Et en fait, la mobilisation était assez longue pour moi. Ça peut prendre 15, 20, 25, 30 minutes parfois pour moi. Parce que j'ai tendance à m'enraidir très très vite. Et comme j'ai un peu négligé ça, et je me suis fait un peu mal au dos pendant Noël aussi. Donc sur un squat, j'avais 120 sur le dos, c'est pas grand chose. Je descends, je remonte et j'entends clac. J'entends le pop, tu vois. Je pose la barre, je fais oh non. Et donc du coup, pendant 3 jours, j'ai pas arrêté de marcher, prendre des relaxants musculaires et tout. Mais c'est bête, hein. Et je me sentais bien sous la barre. Je me sentais bien, il n'y avait pas de problème. J'ai entendu un petit pop et c'est pour ça aussi que je suis content d'avoir fait cette petite séance-là pour essayer de me relâcher. Parce que mon prochain rendez-vous chiro trimestriel n'est que en février. Donc voilà. J'ai tellement peur de me blesser dans des trucs comme ça. Je crois que c'est ma plus grande peur avec la musculation et tout. C'est juste me blesser parce que je me dis je pourrais pas m'entraîner, ça va être chiant, il faudra attendre. Surtout que si tu n'attends pas complètement d'être guéri et que tu recommences au milieu, tu risques d'aggraver la situation et tout. Ça me fait trop peur les blessures. Et par contre, je m'échauffe pratiquement jamais, je ne m'étire. Les étirements en plus, je ne m'étire jamais. Il faut que je le fasse. En fait, c'est compliqué parce que
parfois t'as pas le temps aussi quoi. Enfin moi j'ai le temps, c'est juste que je ne le fais pas, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai jamais ressenti que ça me faisait... C'était un problème le fait de m'étirer ou pas. Bon, à part la mobilité bien sûr, je ne peux plus me toucher derrière le dos ou des trucs comme ça, mais à part ça, j'ai jamais ressenti le besoin de... Les échauffements, si, avant la séance, je fais les échauffements. Les étirements par contre. Là, si tu veux, on pourra essayer de voir si on arrive à te mettre dans des positions d'haltérophilie. Et là, en fait, tu comprendras l'intérêt de la mobilisation. Ah, dans l'haltérophilie, il y a besoin de... Ah, je sais pas comment tu arrives à mettre ta main au-dessus de ta tête. Voilà, c'est ça. Oh putain, c'était voilà. dur. Voilà, donc on verra comment tu arrives. Et du coup, on pourra faire une vidéo avec comment mobiliser, machin et tout. Mais pour être en bas en squat, en fait, tes mains, elles sont pas ici. Elles sont derrière ta tête en fait. Ah, c'est pour ça. Ouais. Je pensais que c'était. Je pensais pas que c'était volontaire en fait le fait. Je pensais que tu pouvais la garder au-dessus de toi. Là, tu peux, mais c'est plus dur. En fait, l'idée de l'haltérophilie, c'est que tu essaies de tirer la barre la moins haut possible, pour qu'elle soit la plus lourde possible, et ensuite de te mettre dans la position en dessous, qui soit la plus basse possible, et donc un squat aussi bas que possible, et avec les mains aussi larges que possible en snatch par exemple. Donc aussi large que possible, parce que si tu la prends ici, la barre va être plus haute. Logiquement en bas. Je vois. Donc du coup, tout ça, ça fait que tu es obligé d'être aussi, tu dois être fort, mais mobile aussi. Voilà. Déjà là, je sens que ça bloque. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, ça fera que tu pourras pas faire autre chose qu'un power snatch dans les premières séances. Ouais, c'est ça. Heureusement que ça avance avec le temps. Plus tu le fais, plus. C'est ça. Mais donc, parce que tu es un bodybuilder, voilà, donc pour toi la mobilité, ça a un intérêt que si jamais au bout d'un moment tu n'arrives plus à bouger et faire le mouvement complet quoi. Tu es là genre je sens plus mes pecs parce que j'arrive plus à tirer plus bas, bon voilà, c'est un peu dommage quoi. Mais on pourra faire un peu de développé couché, des choses comme ça, on a tout ça. Alors mon banc est tout pourri, donc du coup on pourra pas mettre très lourd, mais on fera technique. Parce qu'un jour c'était pas grand chose, j'ai mis 95, je pose derrière, je me lève du banc et le banc il se retourne. C'est-à-dire que genre je me lève du banc et j'entends tout bla. Parce qu'en fait le banc était, à force de taper des montants, en fait, les montants se sont décalés vers l'arrière, enfin poussés vers l'arrière et donc du coup le poids était plus vertical, il était légèrement vers là, donc ça a retourné tout le banc. Donc voilà, donc maintenant je peux plus faire de développé couché lourd. Un peu plus lourd, donc voilà, c'est un peu dommage. Ouais, c'est ça. Mais ça on verra ça bientôt. Mais je pense que... j'ai hâte de faire. De me dire dans le frigo. Alors, ça fait longtemps en plus qu'on devait. Ouais. Mais en fait, organiser ça. Le problème c'est que là je suis en train de réorganiser mon agenda et je vais avoir plus de temps. Parce qu'en fait, avec mes clients qui changent, qui s'accumulent, etc. Donc au départ j'ai un agenda propre. Et donc je garde mes espaces, machin. Mais ensuite, il y a un client qui part, un nouveau qui vient, il a besoin d'un nouvel horaire. Un client c'est un lieu. Et un temps, tu te déplaces pour aller... Ouais, je vais chez les gens. Et donc ça fait que ça fait que je suis obligé de changer mon agenda. Et ça prend du temps. Et en fait, là j'ai accumulé un peu trop de nouveaux... c'est une bonne chose d'avoir... c'est ce que j'allais dire. C'est une bonne chose d'avoir plus de clients, mais en accumulant plus de clients, tu accumules des nouveaux endroits. Et en fait, il faut se poser, reprendre tout ton agenda et faire où est-ce que je peux les mettre pour que ce soit le mieux possible. Là j'ai trouvé une solution. Dans les prochaines semaines, je devrais avoir beaucoup plus de temps. Enfin, après ces vacances... c'est cool d'avoir plus de clients et d'avoir encore plus de temps. Parce que généralement, tu te dirais que tu as plus de clients, tu as moins de temps. Mais si tu t'organises bien, tu as les deux. Ouais, c'est ça. Alors l'idéal, c'est d'avoir des gens qui sont quasiment à côté. C'est sûr. Mais après, ça dépend à l'heure à laquelle ils peuvent le faire. C'est pas toujours évident. Parce qu'il faut qu'ils soient au même endroit et au même moment, et c'est pas toujours possible. Ça, c'est un peu dommage. Mais du coup, comment tu as commencé le coaching? C'est ce que tu avais toujours prévu de faire? Tu as fait des études par rapport à ça? C'est quoi le truc? Je suis parti sur médecine, moi. Ouais. Donc j'ai raté mes deux fois ma première année. Deux fois? Ouais. En fait, la première fois, j'y ai pas cru. Et en fait, j'ai fait, ah mince, c'était peut-être possible. Et donc la deuxième fois, j'y étais presque. J'étais je crois que j'étais 163 sur 1100, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais, donc du coup, j'aurais pu faire sage-femme, mais c'est pas ce que je voulais faire. Du coup, j'ai pas pu faire médecine. Donc j'ai fait une L2 de bio. Donc je suis allé en biologie. Il y avait une passerelle pour passer en deuxième année de bio. Et après ça, j'ai fait une licence de physiologie. Et après, il y avait une passerelle pour passer en STAPS. Donc j'ai fini avec un master de STAPS. D'accord. En fait, c'est des ponts qui ont conduit jusque-là. C'est ça. En fait, quand j'étais petit, en primaire, j'ai toujours voulu être prof de sport. Genre un jour, on jouait aux raquettes quand j'étais petit. Alors pour vous dire que je suis pas très vieux, mais j'ai 36.
À l'époque, on jouait au tennis dans un gymnase avec des raquettes en bois. C'est-à-dire que les raquettes, on aurait dit tu vois à quoi ça ressemble une planche à découper, tu sais. Ouais. C'est un carré avec une anse. Bah, en gros, on jouait quasiment. C'était pas ça, mais c'était quasiment ça. Et du coup, il y avait une fille qui n'arrivait pas à taper dans la balle. Elle dit mais non, il faut tenir ton truc comme ça et tout. Je sais pas quel j'avais en primaire, donc ça devait être je sais pas, entre 7 et 12 ans quoi. 7 et 10 ans. Et elle m'a dit t'expliques bien, tu devrais être prof de sport. Du coup dans ma tête je dis ouais et tout. Et en fait avec le temps tu dis prof de sport c'est naze, c'est pas assez prestigieux. Enfin, moi le cheminement a fait que c'est ça c'est que c'est l'idée que tu avais. Voilà. Alors pourquoi? Parce que mes parents étant anglais, ils m'ont mis dans une école internationale. Quand tu es dans une école internationale, les gens ils sont tous des fils de riches. Et donc comme c'est des fils de riches, ça montre comme tu es entouré de gens qui ont des maisons de malades, etc. Tu peux truc de ouf, je pourrais faire autre chose. Donc du coup tu te fais embobiner là-dedans et en fait ce que tu voulais faire à la base, bah, ça change et en plus le destin il te fait bah, il te met une baffe de comment il s'appelle, Hulk Hogan dans la tête, et il te ramène là où tu étais supposé aller, tu vois, donc, sur la bonne route. Donc voilà, faut faire confiance au destin et il fait bien les choses en général. Quand tu es gamin et tu penses vouloir faire quelque chose, c'est souvent la chose pour laquelle, enfin pas tête d'esprit, mais que plus tard tu kifferais le plus faire. Ouais, bah, alors, je pense, à mon avis, surtout aujourd'hui avec Internet, c'est-à-dire qu'à une époque où la communication n'était pas forcément aussi simple. Je pense qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas ce que tu as envie de faire, si tu ne fais pas vraiment ce que tu as envie de faire, c'est dommage. Ouais. C'est sûr. Je trouve ça dommage d'être ingénieur ou je sais pas quel ingénieur notaire ou des trucs comme ça si c'est pas ta passion et que tu penses que tu vas faire de la thune avec ça. Parce que si tu frustres ta vie, tu as 40 ans un métier que tu n'aimes pas, je pense qu'au final tu vas mourir d'une crise cardiaque ou d'un truc qui est lié au stress. Enfin, parce que du coup tu vas être frustré de ta vie, tu vas t'en prendre aux autres, tu vas devenir quelqu'un de méchant et aigri. Alors qu'aujourd'hui il y a l'opportunité quand même. Parce que généralement quand tu fais un truc que tu kiffes, je sais pas si je te regarde toi ou la caméra en fait. Les deux comme tu veux. Si tu fais quelque chose que tu kiffes, tu passeras plus de temps à le faire. Si tu passes plus de temps à faire quelque chose, tu deviendras meilleur. Et si tu deviens meilleur à faire un truc, et ben normalement tu seras mieux rémunéré parce que tu devrais être un expert, compétent ou bon ou un expert. Tu n'es pas obligé d'être un expert mondial ou je sais pas quoi. Mais une bonne compétence à un métier, normalement tu es rémunéré correctement, normalement, tu vois. Et effectivement. Et je comprends pas pourquoi on ne pourrait pas tous faire un métier qu'on aime bien. En fait, dans le grand schéma des choses, dans le monde dans lequel on vit. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'imagine. C'est pour ça que ça me frustre quand les gens sont un peu énervés de je veux gagner 2 euros de plus par mois parce que je le mérite. Je pense qu'il y a l'opportunité de changer de métier. Alors après, moi j'ai eu de la chance dans la vie, mais c'est comme ça que j'imagine les choses. En même temps, actuellement, il y a tellement de possibilités, tellement de... pas facilité, mais c'est beaucoup plus, c'est quand même beaucoup plus facile maintenant de pouvoir aller dans la direction que tu veux aller, comparé à il y a quelques années, quoi. Avant c'était, je pense que ça a changé dans le sens où avant c'était plus fais tes études, fini, tu vas à l'université, en école d'ingénieur, prépa. Moi je pense que ma période c'était fais une prépa, va en école d'ingénieur, tu vas avoir un bon taf après, tu vas acheter ton appart, tu vas te caser et tout. Et là je pense que c'est plus en train d'évoluer vers un mode d'entrepreneuriat où tu deviens ta propre marque, quelque part tu travailles pour toi, et je pense que c'est plus en train d'évoluer par là, parce que enfin moi je sais même pas si le fait d'avoir fait une école d'ingé et tout c'était le bon chemin ou pas. J'ai quelque part suivi le chemin qu'on a tracé pour moi et je me plains pas, ça me met dans une très bonne condition, enfin une très bonne position favorable. Mais je me dis quand même que c'est mieux de profiter de l'opportunité que donnent les réseaux sociaux pour créer, de s'établir, parce que c'est le meilleur moyen pour arriver à créer une vie qui nous permet d'être libre, entre guillemets, ou de faire ce qui nous plaît vraiment. Et c'est dommage de ne pas saisir cette opportunité-là. Juste d'être satisfait de sa vie. C'est ça. J'aime pas utiliser le mot, il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot heureux. C'est pas être, je dirais pas heureux, mais juste... pas non plus être... T'as pas besoin d'être millionnaire, c'est juste être bien. Épanoui, il y a plein de mots comme ça, mais en fait c'est juste faire un truc où tu as l'impression de contribuer à faire quelque chose. Tu vois. Genre moi ma copine elle a fait de l'audit financier,
Ça veut plus que, enfin, je pense pas que c'est. Enfin, en gros, c'est un métier safe. C'est-à-dire que tu sais, tu as fait un bac ES, tu sais pas quoi faire après, tu vas en. Je sais plus ce que c'est, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est une école pour faire des comptables ou des gens de ressources humaines. Tu passes une licence à faire ça, tu n'as pas trop réfléchi à « oh, je réfléchirai plus tard à ce que je veux faire, je continue », tu fais ta licence, après tu fais « mince, je sais toujours pas ce que je veux faire, bon, vas-y, je fais le master ». Boum, boum, après le master, tu fais « j'ai toujours pas réfléchi ». Et là, en fait, tu te dis « bon, bah, il y a un métier qui paye bien ». Qui est audit financier. Donc, tu vas dedans, puis après tu es bien rémunéré, mais tu travailles des horaires de malade. Les vacances, tu peux pas les prendre genre je crois que c'est de janvier à mai. Donc là, tu as une période de 5 mois ou 6 mois où en gros on te dit prendre des vacances, c'est pas une bonne idée à ce moment-là. Et après, mais le problème, je crois, c'est que tu es bien rémunéré quand tu fais ça. Et du coup, ça t'empêche toujours de réfléchir à ce que tu veux faire. C'est ça. Et tu glisses cette pente qui est. C'est pas une prison dorée, parce que je pense que. Quand tu as un peu d'argent, au moins, tu as moins de problèmes. C'est sûr. Faut le dire. C'est un peu triste. Moi, pour moi, dans ce monde, il faut essayer de faire un truc qui a du sens pour soi, quoi. Ou en tout cas, qui ressemble à quelque chose qu'on aime. Mais si. Alors, je dis ça, mais il y a des gens qui aiment bien aussi faire partie d'une équipe. Et si pour toi, peu importe le métier, mais ce que tu aimes bien, en fait, c'est faire partie d'une équipe et faire avancer un truc, c'est top, tu vois. Ah, clairement, il y a des gens, je pense que c'est fait pour eux d'être, par exemple, moi, c'est fait pour eux d'être ingénieurs. Genre, ils aiment la recherche, ils aiment réfléchir, créer des choses, inventer des choses. Je pense qu'il y a des gens, c'est fait pour eux. Mais moi, je crois pas que ça. J'ai juste fait ça parce que j'avais les capacités de le faire et parce que ça payait bien. Du coup, je l'ai fait. Et maintenant, je me suis retrouvé dans cette situation où je fais quelque chose. Bah, je le fais quoi. Mais est-ce que c'est vraiment le truc que je kiffe faire? Je dirais pas. Mais vu que je sais le faire et que ça paye bien, bah, je le fais. C'est exactement ce que tu as décrit avec Désolé, je savais pas. Je savais pas. Ouais, parce qu'au bout de 36 minutes, ça cut et ça. Les appareils photo, c'est toujours comme ça. Voilà. Reprise. Et bah ouais, ça me fait penser aussi à un pote, bah, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et du coup, je lui dis, parce qu'il joue beaucoup à des jeux vidéo, je lui dis, bah, si c'est ça ton truc, bah, essaye quoi. Parce qu'après, tu pourras plus. Là, il fait une licence de, je sais plus quoi, un truc d'histoire. Et de l'être, l'histoire de l'art, je sais plus. L'histoire de l'art, c'est pareil. Et tout. Alors, donc, ingénieur, c'est pour les gens matheux. Exactement, et pour les littéraires, c'est. Pour les gens ES, économie, bah, c'est là où ma copine est passée. Et pour les gens qui sont la planque, pour les gens qui font elle, c'est l'histoire de l'art. Voilà. C'est exactement donc, ça. C'est les trois, je suis désolé, hein, ça me fait mal au cœur ce que je suis en train de dire, mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 3 tranches comme ça de planques, et ces planques-là, en fait, il faudrait les exploser au bazooka, et comme ça permettrait aux gens de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Et manger des cacahuètes et de la bière en parlant sur une vidéo pour raconter la merde. Enfin, voilà. Parce que là, il est en train de prendre un chemin et je pense qu'il va finir quelque part où ce ne sera pas forcément ce qui. Enfin, j'espère pas pour toi, Léo, mais je pense qu'il va finir quelque part où c'est pas forcément ce qu'il avait envie de faire. C'est dommage. Parce qu'il est jeune, c'est le moment d'expérimenter, de tenter plein de trucs en fait. Et s'il veut faire du streaming, bah, qu'il essaie de. Même qu'il prenne un an, qu'il y aille quoi. Alors, et qu'il le fasse. Ou même en parallèle de ses études. Au-delà de ça, Léo, c'est une période parfaite pour les gens qui jouent aux jeux vidéo parce que je sais pas si tu as investi dans les crypto-monnaies, si tu t'intéresses aux NFT ou tout. Ouais. Mais là, en fait, il y a des jeux, donc comme c'est un secteur qui est encore tout petit, il y a des jeux en fait maintenant qui te payent pour y jouer. Ah ouais? En crypto-monnaie. Mais non. Donc c'est-à-dire qu'en fait tu reçois de la crypto-monnaie pour jouer à des jeux vidéo. Ouais. Il y en a très peu. J'imagine que c'est. Mais là ça va arriver. Donc avec Facebook qui a lancé son métaverse, les mondes virtuels, etc. Les NFT qui commencent à machin. Donc c'est encore une bulle là, ça va exploser, donc ça va redescendre. Investissez pas d'argent là-dedans pour l'instant, c'est pas la peine. Mais si tu peux jouer à un jeu vidéo, tu es payé pour jouer à un jeu vidéo en crypto-monnaie. Crypto-monnaie ça va monter. Ça c'est sûr. Et tu es payé pour participer à ce monde-là. Donc en fait, c'est tout bénéfice pour tous. Donc vous pourrez checker jeux NFT. Si vous jouez aux jeux vidéo, vous pouvez faire ça 1 heure tous les jours, gagner un peu de crypto-monnaie, attendre que ça monte un petit peu et voir si vous êtes suffisamment bon pour gagner suffisamment d'argent avec ça. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, c'est effrayant parce que ça me donne envie de me gratter la tête. C'est tellement le futur, cette merde de NFT, de crypto et de métaverse.
il y a tellement peu de personnes qui le savent Ouais. et qui vont pas saisir. C'est comme tous les gens qui ont investi dans Facebook, Apple il y a quelques à leur début et qui maintenant bénéficient. Il y a plein de personnes qui ne savent pas et c'est triste. Après, les NFT c'est dangereux, comme dit Morgan, il faut pas. Il y a beaucoup, voire 99%, je pense c'est de la grosse merde. Il y a un mec qui s'appelle Gary Vaynerchuk. Ouais, Gary, ouais, je vois ça. Donc en fait, lui, il explique qu'il faut faire 50 heures de travail avant de faire quoi que ce soit. 50 heures. Vous mettez un chronomètre, vous accumulez le temps et vous regardez 50 heures de vidéo sur un sujet spécifique. Donc, par exemple, les jeux NFT où vous pouvez gagner. Tu regardes 50 heures de vidéo là-dessus pour te renseigner avant de te lancer dedans et après tu le fais. Je ne dis pas de le faire, je dis juste qu'il faut se renseigner avant de faire quoi que ce soit. Ouais. Voilà. Parce que c'est simple, enfin c'est pas simple, la logique est là, mais quand même pour repérer les bons projets, les trucs qui sont pertinents et mettre de l'argent dessus, c'est très spéculatif. Alors en fait c'est spéculatif. Sauf si vous avez de l'argent à perdre. En fait en ce moment là c'est spéculatif parce que y a des gens qui mettent plein d'argent dedans parce qu'il y a une incompréhension un peu de ce que c'est. Mais à l'avenir ça va être ultra intéressant. Par exemple moi là je pense que je vais faire un NFT probablement cette année pour moi. Probablement faire 100 jetons sur méthode que je vais créer. Peut-être avec des niveaux, tu vois, gold, argent, bronze, platine, je sais pas quoi. Ouais. En fait chaque NFT donnera accès à un truc. Et en fait ce NFT il faudra être revendu, etc. Échanger, etc. Imaginons qu'en fait peut-être que à partir de l'année prochaine, disons, on pourra avoir accès à mes cours en ligne que si on achète un de mes NFT. Parce qu'en fait, moi par exemple, les cours en ligne, j'ai que un certain nombre de places. Donc, j'ai à peu près, je crois que j'ai 10 places pour 4 séances et plus, et 10 places pour 3 séances et moins, il doit me rester 2 je crois, en 4 séances et plus. Et ben je pense qu'à l'avenir, ce que je ferai, c'est que je créerai des NFT. Et en fait, pour participer, il faut que tu aies ce NFT. C'est un pass quoi, c'est comme le temps que vous montrez, votre place sanitaire. Et quand la personne arrête les cours, elle revend le NFT, soit moi je le rachète, soit, enfin bon voilà on verra, ou alors c'est passé, je sais pas trop comment le faire, mais qu'en fait pour avoir mes cours, il faudra ce NFT quoi. Et du coup, si, bah oui, continue. Non, je t'en prie. Ça va créer justement c'est ça qui va faire que ça va prendre de la valeur, parce que si une personne au final elle veut avoir ton cours, il faudra qu'elle achète le truc et du coup l'autre pourra revendre plus cher et ainsi de suite. C'est ça qui va créer la regardez, c'est quoi le scarcity, vu qu'il y en aura que 100. La rareté, voilà, c'est ça. Et vu qu'il y en aura que sur un nombre limité, voilà. C'est ça qui va. Et je pense qu'en fait tous les contrats seront des NFT quoi. Enfin tout va être un NFT. C'est ça qui est. Les gens savent pas. C'est comme, je sais pas comment dire ça. Imaginons, tu sais, il doit y avoir un système international, un système de programmation internationale pour les flux bancaires. Et ben les NFT ce sera ça mais pour tout en fait. C'est-à-dire que genre la personne qui a dû créer ce truc là où chaque transaction, je crois qu'il y a un mec comme ça, il est milliardaire parce que c'est lui qui a créé le système de, tu sais quand tu payes ça va à la banque, ben, il reçoit un micro pourcentage de ça à chaque transaction. Et donc du coup, t'imagines un peu le bordel. Et donc du coup, imaginez que le futur en fait, ça va être ça, pour en fait éviter la fraude, parce que la fraude c'est un truc de malade. C'est quand même intéressant. Quoi. Je sais pas comment on est arrivé là-dessus, alors qu'on fait des bouts de photos. Mais je sais même pas non plus comment on appelle ça l'art de la conversation. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'on part dans un sens et après ça glisse dans un autre. Comment on est arrivé à parler des NFT? Aucune idée, mais je trouve ça intéressant quand même. Ouais. C'est pour ça, je crois que c'est le seul truc, enfin pas le seul truc, mais dans mes projets d'investissement, c'est les cryptos et surtout les cryptos, la blockchain en général, c'est le truc quoi. Où notre génération, enfin je sais plus, il y a les baby boomers, ensuite il y a eu les millennials, il y a eu les X, les derniers là, les TikTokers et les génération X. Voilà, c'est ça la génération X. Wakanda, non, c'est pas ça la génération. Et en gros, les baby boomers, ils ont eu Facebook, Microsoft et tout, et ceux qui ont eu la chance de voir ça, d'investir, de voir dans le futur, c'est eux qui ont profité. Les millennials, c'est ceux qui ont. Parce que là, je pense que la majorité des personnes qui se sont fait de la thune avec les bitcoins, les Ethereum, ils sont déjà passés. C'est ceux qui ont acheté au tout début, qui ont cru et qui ont gardé jusqu'à présent. C'est eux qui vont. Je sais pas jusqu'où ça va continuer à monter, mais je pense que c'est eux qui sont actuellement les plus. En fait, la théorie, c'est que comme les bitcoins vont être finis. Donc, en gros, là pour l'instant, Bitcoin c'est encore inflationnaire, je crois. C'est-à-dire qu'il y a encore des bitcoins qui sont créés. En production, ouais. Voilà. En fait, il y a un moment où il n'y en aura plus. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là,
ça va Donc, en fait, exploser. là, ils sont encore en train d'être créés, donc ça va encore monter logiquement. Mais quand il n'y en aura plus, ça va complètement exploser. Et donc ça, je sais pas, je crois que c'est 2026 ou c'est bientôt. Ou 2030, je sais plus. J'espère que c'est plus long. Et donc, mais non, c'est pas très difficile d'acheter des bitcoins. Ah oui, je sais, mais quand même, si c'est plus long, ça me laisse le temps d'en accumuler pas mal. Oui, voilà. Avant le dernier jour. Bitcoin, c'est pas la plus intéressante. Je dis ça, je dis rien. C'est quoi le plus intéressant? Bah, ça, alors, ouais, bon, je suis pas du tout un expert dessus, d'accord. Je suis là que depuis mai et j'ai fait de la merde. Je sais pas si tu peux dire des gros mots sur ta chaîne, mais. Tu peux. Voilà. Mais en gros, là, il y a d'autres chaînes, d'autres chains. Moi, j'aime bien ADA, donc Cardano. Ouais, Cardano, j'en ai entendu parler. C'est ça. Je pense qu'ils vont faire des trucs propres. Il y a Chainlink aussi qui est intéressante. Et après, il y a d'autres trucs, plein d'autres projets, mais ça c'est plus spéculatif. Donc ça, j'en parle pas parce que du coup, ça, c'est Mais les deux là, elles ont plus de. Enfin, elles ont plus d'applications à l'avenir. Mais c'est ça en fait, quand tu comprends comment ça marche, du coup toi-même tu peux faire des recherches sur les différents tokens qui existent et savoir si le projet te parle à toi. Au final, c'est toi qui décides si tu veux investir dans ce truc et si tu vois un avenir dans le truc. Comme ça, tu n'as pas besoin forcément de suivre une autre personne. Bon, à part les bitcoins le bitcoin et l'Ethereum, je pense que forcément tu dois en avoir. Ces deux-là, je pense que tu es obligé d'en avoir. Après, le reste, c'est toi qui recherches et qui vois si le projet derrière a un sens pour toi et tu spécules. Inch'Allah. C'est ça, voilà, Inch'Allah dans quelques années. Mais ouais, du coup, il y a eu ceux qui ont profité des actions, ceux qui ont profité des bitcoins, et là il y a les NFT. Et je pense que c'est dangereux, mais il y a une partie de personnes qui actuellement en ont acheté, qui vont se faire tellement de thunes dans le futur avec. Et là, ça va être. Enfin, moi, je ne touche pas encore. Avant que ça. Ça chute. Il y a toujours cette courbe comme ça. Au début, tout le monde est. Ouais, c'est génial! Et puis après, tout le monde se rend compte que, genre, non, c'est trop cher, personne ne que ça. Et là, ça s'écrase. Et c'est là qu'il faut acheter. Après, il y a eu des trucs aussi avec Facebook qui sont. Sur Metaverse. Au début, je pensais que c'était juste un changement de nom. Et c'est après que j'ai vu la vidéo de Zuckerberg où il parlait de monde virtuel, de VR et tout. Et il y a des gens qui achètent des parcelles de terre virtuelles. Bah, ça, tu vois, par exemple, c'était spéculatif pendant un moment. J'ai acheté 2-3 pièces. Ah ouais? J'ai acheté 2-3 pièces. C'était Decentraland, du Sand, SAND, du Engine. En gros, les trois sont dans cet univers de crypto game et du métaverse. D'acheter des parcelles de terrain. Et du coup, c'est monté très haut. Il va falloir vendre. J'ai vendu. Je suis quelqu'un sur Twitter qui dit bon, c'est là qu'il faut vendre. Et là, tu fais bon, bah je vends, tu vends. Et après, ça redescend. Et après, ça va remonter doucement. Et ça, c'est plus spéculatif parce que, comme il a dit ça, tout est monté très vite. Tout le monde a fait attends, c'est trop cher. Et après, du coup, c'est redescendu. Donc, faire attention à ce monde-là. C'est compliqué. Pour en revenir au diplôme, etc. Je sais pas comment tu vas monter ta vidéo, tu vas faire un micmac. On va voir. Voilà, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au diplôme. C'est vrai que en fait nos parents, ce sont des enfants de baby boomers. Enfin, c'est des enfants d'après-guerre. C'est des boomers. Vraiment, les parents, c'est des boomers. Désolé, papa, maman. Et en fait, eux, il y avait du travail partout. Il y a plein de gens qui sont morts, du coup, ils sont nés à 18 ans, il y avait du taf partout, il fallait tout construire. Et tu avais un diplôme, tu n'avais pas de diplôme, tu avais un taf. Donc voilà, c'était pas une difficulté extraordinaire. Et donc pour eux, en fait, l'idée c'était tu fais des études, tu as un diplôme, mais tu as un boulot qui te paye bien. Et ils veulent la sécurité pour leurs enfants. Exactement, c'est vraiment la sécurité. Totalement normal. Mais de nos jours, maintenant, tu as un diplôme. C'est vraiment impressionnant parce que je pense que je suis arrivé dans cette phase-là où on disait que quand data scientist, tu sors d'école d'ingé, tu vas forcément trouver un travail. J'ai dû faire 6 mois sans avoir trouvé de travail. Alors que j'étais censé être sorti d'école directement être embauché. En plus dans la data. Un ingénieur, c'est ça, une voiture ou je ne sais quoi, c'est compliqué. En fait, c'était vraiment. Dans le truc porteur, quoi. Et c'est
Comme quoi. Comme quoi, c'est chaud. Et donc voilà. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est intéressant en fait, d'avoir sa carte d'identité. J'encourage à faire des vidéos sur vous, ce que vous faites, etc. Sur vos passions aussi. Parce que cette carte d'identité que vous allez avoir sur Internet, maintenant, c'est, à mon avis, les employeurs, ils doivent aller regarder un peu. C'est ça, ce que tout le monde fait. En fait. Les comptes Internet, les machins, etc. Donc c'est intéressant. Ouais. La carte de visite, soyez sur Instagram et montrez ce que vous faites dans votre métier. Je pense que c'est intéressant. C'est ça. C'est important d'avoir une présence sur Internet. Enfin, je trouve. Après, il y a des personnes, c'est pas forcément le truc et c'est tout à fait compréhensible. Mais je pense que pour beaucoup, il manque quelque chose s'ils ne saisissent pas cette opportunité. Comment ça? D'avoir, enfin, d'utiliser justement, de créer leur carte sur Instagram. Ah oui, sur c'est Internet. dur. Hein. Et des fois, c'est dur. Ouais. C'est dur de s'exposer. Enfin, je sais pas comment t'as été au début, mais au départ. Faut le faire. Bah, justement, Gary Vaynerchuk, il disait, je le suis depuis 2014. Je l'ai découvert en 2014 quand ma thèse de mon école d'ingé. Parce que j'étais perdu. Voilà, au début, j'avais, à la fin de mes concours, j'ai une école d'ingé à Bordeaux en télécom, l'Intermalpeca. Sauf que ça me plaisait tellement pas. Je suis pas allé en cours, ils m'ont viré. Du coup, j'ai été obligé de trouver une école sur Paris. Du coup, ça m'a fait une année où j'ai rien fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le développement personnel. Du coup, surtout Gary Vaynerchuk. Il disait toujours il faut documenter. Même si tu n'as pas d'idée de ce que tu veux faire plus tard, il faut essayer plein de choses et il faut documenter. Et un jour, je suis rentré chez moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appuyé record et j'ai commencé à parler. C'est de la merde cette vidéo. Mais il faut forcément commencer quelque part. Faut mal faire. C'est ça. En fait, il vaut mieux mal faire, mais faire. Exactement. Que d'attendre 5 ans. Le moment parfait va jamais arriver en fait. Il y a plein de personnes qui disent ah je vais attendre. Non, ça va pas arriver. Le meilleur moment c'est maintenant. C'est genre là tu commences. Ouais, et puis tu fais un truc quoi. C'est ça. Et après tu t'amélioreras au fur et à mesure des vidéos quoi. C'est ça. Si vous ne connaissez pas le développement personnel, je vous recommande d'aller regarder, taper sur internet développement personnel, de commencer à le faire, de lire les 7, c'est quoi le truc, le livre les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, c'est ça le nom de... Oh, je connais, j'ai pas lu ce livre. Ou peut-être que je l'ai... Non, je l'ai pas lu. Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. C'est très bon. J'aime beaucoup le titre. C'est quoi le temps Awaken the Giant, the Power Within, Giant Within. Tony Robbins, je sais pas si c'est une titre en français. Je l'ai lu en anglais aussi. Un autre que je recommande qui s'appelle, c'est pas exactement du développement personnel, mais c'est la semaine de 4 heures. Tim Ferriss. Oh putain, il était épais, mais j'ai kiffé le lire. Il était tellement bien. Un peu vieux, vu qu'il avait écrit pour 2008, 2002, 2008, des trucs comme ça. Google Ads, c'est un peu. C'est ça, c'est un peu mort. Mais quand même, le principe, l'idée générale est toujours applicable. Tu prends le principe et tu l'appliques aux réseaux sociaux. C'est ça. Et ça demande du travail, les réseaux sociaux. C'est clair. Mais je pense qu'il est encore d'actualité le principe. C'est ça. C'est fondamental du livre. Et l'avantage qu'on a de nos jours, alors je ne sais pas si tu as créé mais l'auto-entrepreneur, c'est ultra cool parce que c'est facile à créer, facile à utiliser. Bim baldo, et tu payes que ce que tu gagnes. C'est ça en fait. C'est génial en fait pour tester des idées d'entreprise. Franchement, il n'y a rien qui t'empêche de le faire, c'est ça qui est bien. C'est ça. Et tu pars de là, et puis après, ça marche bien, tu fais une structure. Et puis voilà. C'est ça. Faites ce qui vous plaît, et vous en serez récompensé. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ça. Et si vous ne savez pas ce qui vous plaît, tentez plein de choses. Ouais, c'est ça. Parce que si vous tentez rien, vous ne saurez pas en fait ce qui vous plaît. Du coup, vous êtes un peu obligé d'expérimenter Parce que si vous ne le faites pas, vous aurez des regrets. Encore une fois, moi c'est le pire truc. J'ai pas envie d'avoir. C'est ma pire rêve, je crois. Un jour que je me lève et je me dis merde, le temps est passé et j'ai pas tenté et ça me fait tellement peur. Du coup, c'est juste pour ça que je fais tout ça. J'ai trop peur de ce jour-là, ou juste de me lever et de me dire merde, je peux plus. Mais après, il ne faut pas s'en vouloir d'avoir quelques regrets. Ah oui, En fait, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien d'avoir quelques regrets, que plus tard, tu t'en serves comme feu aux
au cul, quoi. J'avoue. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est bien en fait parce que si on tente jamais, on n'a jamais et si on tente jamais et qu'on rate jamais, enfin pardon. Quand on tente et qu'on rate, voilà, on peut dire bon bah j'ai tenté, etc. Mais quand on ne tente pas, c'est pire. En fait. Il faut se retenir ces trucs-là, genre c'est sûr que ça va te motiver. J'aurais pu, tu vas pas parler nana. C'est ça qui m'a poussé justement à commencer à faire des vidéos, je commençais à parler à des nains. Voilà. Oui. Et donc du coup, voilà, ces regrets-là, ils te foutent le feu aux fesses. Tu te dis, si seulement j'avais. Mais à part, il faut arriver à s'en rappeler, à s'en resservir par la suite. Quoi. Ouais. C'est important. Totalement. Et moi, il faut que j'aille pisser. Parfait. Parce que je vais conclure sur ça. On arrive à la fin de ce premier épisode du podcast. Je sais même pas comment je vais l'appeler. Slowcast. Je vais pas voler son nom. On va lui donner un nom au fil des semaines qui vont arriver. On était avec Morgan, pas Morgan. Sur Instagram, j'ai mis sur Instagram au début, je vais le remettre là, sur la méthode, sur TikTok aussi, particulièrement sur TikTok, sur YouTube aussi. Enfin, il est partout. Partout! Je suis partout. Site internet www.theslowmethod.fr. T'as un site aussi? Oui. Bah oui. Faut que je fasse un site. Mais je sais pas ce que je vais mettre dessus. Je vends rien, je fais rien. Tu fais un truc et tu dis que tu es youtubeur. Voilà, et après, tout simplement. Ouais, c'est tout. Et puis tu peux mettre une petite biographie, puis les gens. Parce que je vais mettre les podcasts. Voilà, je vais faire un site où je vais mettre les podcasts. Et comme ça, quand je vais inviter d'autres personnes, je vais leur envoyer le site. Carte de visite encore. Les nouvelles cartes de visite. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, vous lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez ce qu'il faut faire. Vous vous abonnez, vous activez les notifications. N'hésitez pas à lâcher un follow sur ces différents comptes. On va se retrouver. Je ne sais pas ça va être quand la prochaine vidéo. Je ne sais pas ce sera quoi le sujet de la prochaine vidéo. Je ne sais pas ce sera qui le prochain invité de la prochaine vidéo. Mais on va répondre à ces questions. On va répondre à toutes ces questions. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, tout ça. Et peace. Pouce bleu.